Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Salut! Cet épisode est la suite logique de notre double épisode sur les hommes au temps du féminisme. Pour rappel, dans ce double épisode, je montrais comment le patriarcat isole, détruit, contrôle. Les hommes aussi. Et là, j'en entends déjà me dire que oui, mais bon ma petite, c'est comme ça, le capitalisme, le patriarcat, leur individualisme ultra compétitif. C'est une évolution naturelle des choses. L'homme a toujours été comme ça, c'est la survie du plus fort, c'est le darwinisme, c'est scientifique, on te dit. Croire le contraire, c'est bisounours, une dangereuse utopie. Eh ben, pas forcément, et même pas du tout d'ailleurs. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu que le féminisme, ce n'est pas une opposition homme-femme, on va essayer de retisser le lien. Que se passe-t-il quand on travaille ensemble plutôt qu'en compétition ? À la base, ce qui m'avait poussé à creuser ce filament du mycélium, c'est d'avoir entendu pour la énième fois l'expression « solidarité féminine », dite de manière méprisante, condescendante, avec un soupçon de complotisme. Là, je m'étais demandé, après m'être claqué un muscle à force de lever les yeux au ciel, mais la solidarité féminine, c'est censé s'opposer à quoi ? À l'individualisme masculin ? Ça n'a aucun sens. La solidarité n'est pas féminine, elle est humaine. Mais qui écrit le passé décide le futur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ceux qui ont écrit notre passé n'aimaient pas trop la solidarité. Et ils avaient de bonnes raisons à ça, on y reviendra. Mais d'abord, on va parler de solidarité féminine. Si je te dis « chercher des poux dans la tête de quelqu'un », tu me diras que ça veut dire chercher des problèmes inexistants ou sans importance, si tu es un dictionnaire sur pattes, ou une autre définition un peu moins polie du même acabit. Dans tous les cas, c'est une expression péjorative. Mais si je te disais qu'à la base, c'est tout le contraire ? C'est un truc que j'ai appris en lisant Game Over pour en finir avec les arguments scientifiques sexistes et périmés de Lucia Selig, dans le bien nommé chapitre La sororité en se cherchant des poux. On y apprend que chez les bonobos, les femelles passent leur temps à se chercher des poux dans la tête et le reste du cou, et que c'est pas du tout pour se crêper le chignon. Attends, pourquoi on s'intéresse aux bonobos maintenant ? Vite fait parce qu'on en reparlera plus en détail plus tard quand j'aurai rattrapé mon sempiternel retard de lecture, mais les bonobos sont l'espèce la plus proche de la nôtre, avec les chimpanzés, assez proche pour qu'on puisse faire des comparaisons pertinentes. Et ce qui est intéressant avec les bonobos, c'est que c'est, roulement de tambour, un matriarcat. Oh, tiens, ça existe finalement. Mais du coup, on peut regarder à quoi ça ressemble. Chez une espèce qui nous ressemble énormément, que ça devient intéressant. Les femelles bonobos dominent, mais, deuxième plot twist, elles ne sont pas plus fortes physiquement que les mâles. Ah, bah ça alors. Et la loi du plus fort alors ? Comment elles font ? Eh bien, elles ont un très fort lien social. Notamment en s'épouillant mutuellement, nous revoilà avec nos poux. On l'a vu dans l'épisode précédent, le toucher affectif est incompatible avec la violence. En choisissant ce type de geste doux et affectif, on empêche une escalade de violence. Chez nos bonobos et nos bonobettes, toiletter les autres, se faire toiletter, libère des hormones de bien-être. Et c'est finalement une bonne excuse pour passer plein de temps ensemble, faire société. Donc quand on revient à notre histoire de solidarité féminine, la question que je me pose, c'est pourquoi la solidarité féminine serait différente ? Sérieux, ça me fume. On n'a pas de gêne à proclamer fraternité sur le fronton des mairies, mais sororité, c'est un gros mot, un barbarisme, même pas un vrai mot d'ailleurs. Par contre, on critique jamais la solidarité masculine, le bro code, le fait de soutenir des violeurs, des agresseurs, des mecs violents, le fait de rire à des blagues sexistes ou autrement discriminantes pour faire plaisir aux petits copains. Par contre, des femmes qui s'allient, c'est suspect, c'est forcément pour faire souffrir les hommes, évidemment. Les femmes peuvent être solidaires entre elles, mais c'est mal vu. On l'avait vu dans l'épisode 5, les femmes ensemble, elles ne font que se crêper le chignon. C'est l'enfer, autant les séparer. Mais la solidarité doit-elle être genrée ? Dans l'absolu non, évidemment, pas du tout. Un exemple de solidarité féminine souvent suggéré,
c'est de réaffirmer ce que la collègue vient de dire quand les collègues masculins passent un peu trop vite dessus ou essayent de s'approprier l'idée. C'est efficace, et oui, tout le monde peut le faire. Un homme peut tout à fait revaloriser ce que sa collègue vient de dire. Mais pourquoi c'est si rare dans ce sens-là alors ? La solidarité n'a pas à être genrée, mais elle l'est dans la pratique et que s'appelle patriarcat. On moque la solidarité féminine, mais ça ne s'arrête pas là. Nous, les humaines, on ne s'épouille pas forcément toute la sainte journée, mais qu'est-ce qu'on cause ? Pipelette, jacasser, glousser, rire comme une oie, on se croirait dans un poulailler. Quand il s'agit de décrire les interactions féminines, les hommes ont la métaphore oiseuse. Mais ce bavardage, il est très important pour le lien social. Au-delà des mots et des informations factuelles qui sont échangées, la simple action de parler a une utilité, une fonction. On échange au lieu de rester chacune chez soi avec ses problèmes ou ses idées reçues. Le bavardage a 3 grandes fonctions. Faire circuler des informations personnelles dans un groupe pour que tout le monde soit informé, créer des liens au sein du groupe et réaffirmer les engagements et les valeurs du groupe. Donc bon, ceux qui râlent contre le bavardage pénible de ces dames, et qui après râlent parce que « un mois on me dit jamais rien », vous avez peut-être une piste d'explication. Autre exemple, les commérages. Encore un concept extrêmement péjoratif, mais les commérages ont aussi une valeur et une utilité. Ils permettent d'avoir des informations qui sont certes parfois inutiles, mais parfois aussi des détails qui seraient exclus d'une discussion ou d'une synthèse rationnelle, mais qui peuvent éclairer une situation sous un nouveau jour. Les commérages rappellent les liens entre les gens, des histoires passées qui peuvent avoir des ramifications dans le présent. Ce n'est pas juste du vent, et la concision n'est pas la seule mesure pour jauger de la qualité d'un échange. Les contes comme « abrège frère » peuvent aller se rhabiller. La rumeur aussi, c'est encore un truc décrié, mais la rumeur peut être protectrice. Par exemple, on m'a dit que machin a agressé truc, fais gaffe. Quand le système judiciaire te fait défaut, la rumeur est parfois ton seul bouclier. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Oui, les commérages, la rumeur, ça peut être utilisé pour faire le mal, c'est vrai. Mais c'est comme un marteau. Tu peux t'en servir pour construire une maison ou tuer quelqu'un. C'est pas le marteau le problème, c'est l'intention derrière. Et oui, Jean-Mi, tout à fait, les hommes pourraient, et même devraient, faire pareil au lieu de se moquer. Bavarder, échanger des potins, créer du lien. Nous rappelons à notre aimable clientèle que bavarder, c'est un truc qui se fait dans les 2 sens. On ne se contente pas de déverser son laïus avant de se barrer, merci bisous. Le langage, c'est un mécanisme collectif, pas individualiste. On oublie un peu vite que l'humain fonctionne la plupart du temps sur pilote automatique, sauf pendant la conversation. La conversation ne se fait pas sur pilote automatique, ça active des mécanismes différents. Ça fait réfléchir. La conscience, sociale et politique, se forme dans l'échange et le dialogue. Je répète, la conscience sociale et politique se forme dans l'échange et le dialogue. Tu ne développeras pas une conscience politique tout seul en regardant la peinture séchée. Tu commences à comprendre pourquoi on n'aime pas voir les femmes ou n'importe quel groupe minorisé causer entre soi sans surveillance ? À l'échelle humaine, ce n'est que depuis récemment qu'on présente l'homme comme un individu sage et rationnel qui trouve tout seul et prend les meilleures décisions seul et en silence, s'il vous plaît. Parler permet d'entretenir un vrai réseau. Je parle pas du truc méritocratico-pragmatique façon LinkedIn. Parler permet de se rendre compte des expériences communes. Je sais pas moi, discuter de combien on gagne par rapport à ses collègues, comment notre partenaire nous traite, etc. À qui ça profite le silence ? Tu connais sûrement l'anglicisme gossip, qui signifie commérage. Mais au Moyen-Âge, le mot gossip voulait dire ami très proche. C'est après les chasses aux sorcières que gossip prend un sens péjoratif. Des femmes qui parlent entre elles d'un coup, ce n'est plus un signe d'amitié et de proximité, mais de malveillance. Cette transformation de la langue et du sens des mots permet de dévaloriser et déshumaniser les femmes, les activités collectives des femmes. En cherchant un exemple pour illustrer tout ça, je suis tombée sur un sketch parodique en anglais qui tapait vraiment dans le mille. Notre sketch met en scène Blanche-Neige et sa terrible belle-mère. Sauf qu'au lieu de s'entretuer, Blanche-Neige parle à sa belle-mère de façon très positive, en essayant de la comprendre. Elle l'aide à exprimer ses peurs et ses ressentis.
Elle lui fait comprendre que le problème, c'est le regard masculin incarné par le miroir. La société la dévalorise en la qualifiant de sorcière, encore un mot péjoratif, alors qu'elle est badass la belle-mère, elle sait faire plein de trucs avec sa magie. Mais c'est le miroir qui l'oblige à se focus sur sa beauté et par extension haïr sa bru, gaspiller toute son énergie là-dessus. Dans cette lecture, le miroir est le méchant du film, l'incarnation du male gaze, qui veut nous faire croire que ce sont les femmes qui sont superficielles et se détestent. Blanche-Neige et sa belle-mère ne font que parler, et rien que ça suffit à désamorcer le conflit. À qui ça profite, la discorde ? Le mouvement MeToo, finalement, ce n'est que ça, des gens, essentiellement des femmes, qui se sont mises à parler et écouter. Le système judiciaire, la police, le patriarcat, pour l'instant, ça n'a pas bougé d'un pouce. Mais rien qu'avec la parole, on ressent déjà des changements. Tu m'étonnes que ça fasse peur des nanas qui parlent entre elles à cœur ouvert. Revenons à nos bonobos matriarcaux. Les mâles bonobos sont-ils complètement émasculés, malheureux, faibles et fragiles ? Ben non, pas du tout. On a déjà dit qu'ils étaient plus forts physiquement que les femmes, donc c'est pas une question de force physique. N'ayant pas besoin de réaffirmer en permanence leur supériorité physique et leur domination, les mâles se battent moins, donc se blessent moins. Ils sont moins stressés aussi. Les bonobos sont pacifistes, au sein d'un même groupe et entre groupes. Ils sont beaucoup plus sensibles aussi. Ce qui change, notamment par rapport aux chimpanzés, nos autres proches cousins, c'est que les femelles bonobos ont le choix de leur partenaire et éduquent leurs fils en ce sens. Ces matriarcats, c'est moins de violence et donc moins de domination, moins d'humiliation, moins de hiérarchie. Alors que chez les chimpanzés, les mâles dominent et les femelles sont beaucoup plus isolées, seules avec leur progéniture, et elles prennent beaucoup plus cher. La question à 1000 balles, à laquelle on répondra sûrement en détail une autre fois, c'est pourquoi la science a pendant très longtemps, et encore pas mal aujourd'hui, étudié essentiellement les chimpanzés et pas les bonobos ? On se demande, hein. Après, je dis pas le contraire. Les misogynes de tout poil ont bien raison de mépriser la solidarité féminine et de la craindre. Parce que même si un homme est statistiquement plus fort physiquement qu'une femme, même s'il y a plus de différences au sein d'un groupe qu'entre deux groupes, donc les exceptions sont légion, plusieurs femmes seront plus fortes qu'un seul homme. Donc oui, la solidarité féminine est une menace pour le patriarcat. Si tu peux pas faire une tâche toute seule, tu peux demander de l'aide à ta voisine. C'est pour ça que cette expression solidarité féminine est aussi péjorative, découragée. A fortiori quand on ajoute au patriarcat standard une véritable religion individualiste et méritocratique. Donc parlons-en de notre religion individualiste. Notre espèce est fondamentalement coopérative et douée d'empathie. C'est notre logiciel de base et on y reviendra dans la partie 3. Mais en ce moment, c'est pas trop ça, hein. D'abord dans les sociétés occidentales, et puis par ricochet, mondialisation oblige, elles essaiment un peu partout. Dans notre monde, l'entraide est devenue l'anomalie, faut pas être gentil, trop bon, trop con, c'est une marque de faiblesse, voire de stupidité. Mais ça va pas de soi. Pour avoir la guerre et l'absence d'empathie, il faut commencer par déshumaniser l'autre, créer une hiérarchie. Que ce soit les races supérieures ou inférieures pour le racisme, ceux qui justifient les guerres, la colonisation, l'esclavage. La déshumanisation des femmes qu'on dit venir d'une autre planète, carrément. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, c'est bien connu. Et les femmes sont proprement incompréhensibles, c'est même pas la peine d'essayer. Ça justifie le sexisme, la culture du viol, etc. On a des outils pour ça, comme le complotisme, que ce soit l'antisémitisme par exemple, les chasses aux sorcières. On a aussi la victimisation des dominants, des conneries comme le masculinisme, le racisme anti-blanc. Ces stratégies, elles permettent de rationaliser un truc qui n'est vraiment pas intuitif pour nous, la déshumanisation, et de nous diviser pour nous isoler. Comme dirait l'autre, tout seul on va plus vite, jusqu'à ce qu'on se casse une jambe en tout cas, ensemble on va plus loin. Jusque très récemment, beaucoup de choses étaient mises en commun, les terres par exemple. Beaucoup d'activités utiles pour la communauté étaient faites en communauté. Même pas forcément pour de l'argent, mais pour l'intérêt général. Et c'était l'occasion de faire la chouille derrière. Petite parenthèse sur l'importance des rituels, des fêtes, etc. Aujourd'hui, ils disparaissent ou sont vidés de leur substance. Ça devient purement commercial, que ce soit Noël, le carnaval, la fête des voisins, j'en sais rien. On en vient à les détester ces fêtes, ne plus vouloir y participer.
C'est trop rigide, trop codifié, on mange trop, c'est chiant. Moi la première. Et on perd la valeur sociale qu'il y avait à l'origine. Se réunir, faire la fête, parler, mettre en commun les ressources et la bouffe. Tout le contraire de l'individualisme. Autre exemple, la télévision. On la regarde chez soi, seul ou au sein de la famille nucléaire à la rigueur. Alors qu'avant, on faisait des veillées en commun les unes chez les autres, ce qui permettait, entre autres, de parler. La perte de ces liens, de ces rituels, fait que tout nous isole, ce qui est propice au consumérisme, le petit frère de l'individualisme. Tu consommes plus si tu es seul, si tu vis seul, soit parce que tu combles un vide, le cliché du shopping, soit parce que tu dois tout racheter, tout posséder en propre. Un exemple, t'as la flemme de cuisiner pour une personne, donc tu achètes un truc tout fait. Ça te coûte plus cher, ça pollue, c'est moins sain, c'est moins bon, mais t'as la flemme et t'es crevé. Tu possèdes une perceuse que tu vas utiliser 2 fois par an et tu n'as jamais rencontré tes voisins. Attention, je vais préciser tout de suite, je ne critique absolument pas les gens qui font ça, ça m'est arrivé aussi, comme tout le monde. J'essaie de donner des exemples concrets pour illustrer les enjeux de l'isolement dans la société de consommation qui est la nôtre. Mais ici, sur ce podcast, on critique les systèmes, les idées, pas les gens. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe, explorer d'autres voies, mais c'est clair que là, tout de suite, on fait comme on peut, donc pitié, pas de culpabilisation, c'est pas le but. Donc on fait tout ça, alors qu'on pourrait mettre en commun plein de trucs. Imaginez des giga-médiathèques qui prêtent plein de livres, de films, de jeux, mais aussi d'outils, d'ustensiles de cuisine, du matériel de loisirs créatifs, des machines à coudre, tout ce qui nous permet de faire culture au sens large. Il n'y a pas que l'élite qui a le droit de décider ce qui fait culture. Tout ce matériel dont on a besoin, mais pas 365 jours par an. On pourrait aussi mutualiser les savoirs. Tiens, un papy qui s'ennuie pourrait t'apprendre à utiliser ta jolie perceuse que t'arrives même pas à faire démarrer, ou à mettre une rustine à ton vélo, plutôt que de le jeter. En partageant plus, on a besoin de moins pour le même résultat. À qui profite l'individualisme ? Cet individualisme nous dépolitise, c'est chacun sa merde. Moi j'y arrive, alors pourquoi pas toi ? On a délégué la politique à une caste d'élus, ou même pas élus d'ailleurs, qui deviennent l'élite, et c'est très mal vu de se piquer de politique si tu n'en fais pas partie de cette élite. Or, ce sont les plus riches qui ont le plus intérêt à l'individualisme, pas les autres. L'individualisme est aussi entretenu par l'histoire et l'école. L'école telle que nous la connaissons, c'est le mythe de la méritocratie. Quand on veut, on peut, bah voyons. C'est la compétition, il faut être le premier de la classe. Et la compétition n'est pas du tout biaisée vu que tout le monde part sur un pied d'égalité. La bonne blague. Je vais pas m'étendre sur la méritocratie, je te renvoie pour ça à l'épisode 18 sur le talent et le mérite. En 2 mots, l'idéologie de la méritocratie, c'est le fait de valoriser le talent et les efforts individuels. Tout est supposé être le fruit de nos efforts, de notre responsabilité individuelle, de nos actions conscientes. Ce qui fait qu'on surestime les effets des facteurs individuels et on sous-estime les facteurs structurels. C'est rare que l'entraide soit valorisée à l'école, je trouve. J'ai une pensée pour ce prof de maths qui faisait des groupes d'entraide super efficaces. Rétrospectivement, il était génial, mais c'était plus l'exception que la norme. T'as pas intérêt à t'entraider si le but du jeu c'est d'avoir une meilleure note que tes camarades. T'as pas intérêt à les défendre si le prof prend une décision injuste qui t'avantage. C'est d'autant plus dur de s'entraider qu'il ne faut pas bavarder, ni en classe, ni pendant les heures d'études, etc. Alors je dis pas que l'entraide n'est pas là, mais c'est plutôt une démarche individuelle. Et l'histoire, c'est pas triste non plus. On parle souvent de théorie du grand homme, une façon de présenter l'histoire qui consiste à uniquement parler de grandes figures historiques comme si elles avaient tout fait, et une idéologie qui consiste à penser que le monde a besoin de grands hommes pour avancer. Pas vraiment, non. La théorie du grand homme, c'est un peu comme des enfants qui regardent des adultes avec confiance, en sachant que quoi qu'il arrive, l'adulte saura quoi faire. Alors que quand on devient adulte, on se rend compte que pas du tout, que les adultes improvisent et galèrent. Mais c'est pareil avec la théorie du grand homme. On se place dans une posture d'enfant en admirant un grand homme qui sait mieux que nous comment gérer la situation, faisons-lui confiance. Alors que si on grandissait un peu, on verrait tous les facteurs de chance, les hasards, les improvisations, les erreurs, mais aussi les conseillers, les gens autour. On verrait que ces grands hommes auraient pu rater à n'importe quel moment, qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous,
si on grandissait un peu. On parle aussi d'effet Mathieu, le fait qu'on a tendance à attribuer à un grand homme ce que son entourage a fait. Oui, sa femme notamment. Plein de gens trouvent l'histoire chiante, mais en fait c'est parce qu'à l'école on enseigne surtout des guerres, des dates, des grands hommes, qui sont également des chefs de guerre, on se mord la queue. Comme l'écrivait Pierre Kropotkin, que je vais te présenter dans la 3e partie, on parle plus des violations de la paix que de la paix elle-même. Ce qui est paradoxal, parce que tous les peuples en général préfèrent la paix à la guerre. Après, fatalement, c'est logique, on a l'impression que l'homme passe son temps à se battre avec son voisin, et que des grands hommes, toujours bien nés mais c'est sûrement un hasard, ont tout fait. Par exemple, Notre-Dame de Paris. Faut pas chercher, j'ai un rapport particulier avec ce monument, je me l'explique pas non plus. Ça m'a toujours saoulé qu'on la ramène à Sully, et apparemment Macron maintenant. Sully, ce grand bâtisseur. Mais c'est pas lui qui maniait la truelle, c'est pas lui qui a fait les plans, taillé les pierres, tout ça. Au pire, il a filé un peu de thunes, il a donné un ordre, quoi. Toutes ces grandes constructions, Notre-Dame et les autres, elles sont l'œuvre de bâtisseurs et de bâtisseuses, et ouais, qui mettaient leur savoir et leur travail au profit d'une grande cause collective. Mais comme on préfère donner un seul nom, c'est plus simple, la case est trop petite sinon, c'est celui qui a tout fait. Toutes les inventions sont collectives et s'appuient sur des antécédents. C'est ce que nous rappelle l'expression « on va pas réinventer la roue ». Et le langage aussi est collectif et n'appartient pas à l'élite. Personne n'a rien fait, ni n'a rien inventé tout seul. Et tout ce qu'on vient de dire sur l'école, l'enseignement de l'histoire, on le retrouve dans la fiction. La fiction occidentale classique se centre sur le parcours d'un héros et sur un conflit. Le héros peut certes recevoir de l'aide, mais il y a une différence colossale entre donner de l'aide à quelqu'un qui est dans un parcours individuel et l'entraide d'un groupe sur un pied d'égalité. Pourquoi tout ce laïus sur l'individualisme alors qu'on parle d'entraide et de solidarité ? Parce que l'individualisme favorise l'égoïsme. Et on perd, ce faisant, un mécanisme d'autorégulation. Dans les groupes où tout le monde se connaît, l'égoïsme n'est pas dans notre intérêt, parce que tout finit par se savoir. Le souci, c'est l'anonymat et l'individualisme, l'absence de honte locale et personnelle qui rend possible toutes les dérives qu'on connaît actuellement et dilue les responsabilités. Maintenant qu'on a parlé de solidarité féminine et d'individualisme, parlons enfin de solidarité tout court. Et on va commencer par poser une différence fondamentale. La différence entre solidarité et charité. La solidarité, elle se fait au sein d'un groupe, qui peut être de taille très variable, de la famille au pays, voire l'espèce, la ville, peu importe. La solidarité se fait entre les membres du groupe. Alors que la charité, déjà elle a souvent une connotation religieuse, et la charité est venue comme venant d'une inspiration divine, d'en haut, elle ne part pas des individus, et elle se traduit par un sentiment de supériorité de celui qui donne sur celui qui reçoit. Et la charité peut aussi être faite pour des raisons intéressées, assurer son salut, payer moins d'impôts. Sur le sujet de la solidarité, je viens de finir un bouquin que j'ai adoré. Il date de 120 ans, donc il a pas hyper bien vieilli surtout. Les femmes n'avaient pas été inventées à l'époque, et c'est un poil raciste, le 19e siècle, toi-même tu sais. Mais c'est hyper intéressant sur ces sujets, à tenir compte des avancées de la science entre-temps. Oui, parce que les critiques que j'ai à faire à ce livre, je pense qu'elles sont plus dues à l'état de la science du 19e siècle qu'aux convictions personnelles de l'auteur. Trêve de suspense, il s'agit de L'entraide, un facteur de l'évolution de Pierre Kropotkin. Petit contexte, l'auteur était russe, géographe et anthropologue, entre autres, anarchiste, théoricien du communisme libertaire. En 2 phrases, le communisme libertaire, c'est chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, avec une abolition du salariat et de l'argent. Il a vécu de 1842 à 1921. L'entraide a été écrite en 1902, 40 ans après l'origine des espèces de Darwin. Détail important, parce que l'entraide se veut un complément au darwinisme. L'auteur, Kropotkin, voulait notamment contester l'idéologie du darwinisme social qui prétend appliquer la théorie de l'évolution aux sociétés humaines. Une bien belle excuse pour supprimer toute forme d'aide ou de solidarité. Oui, de la merde en barre, encore une fois. Et dans ce livre, on apprend qu'il en a fallu des lavages de cerveau pour qu'on arrive au culte individualiste qu'on connaît, parce que ça n'allait vraiment pas de soi.
Pour commencer, Kropotkin, donc qui écrivait 40 ans après Darwin, recadre la discussion concernant Darwin et sa thèse phare, la survie des plus aptes, souvent retranscrite par la loi du plus fort ou la survie du plus fort, ce qui n'est pas du tout ça. C'est compliqué de toucher à Darwin. Il a dit des trucs super pertinents, donc si tu critiques trop ou mal, tu ouvres la porte aux créationnistes, et c'est pas du tout l'idée non plus. Mais il a aussi dit de la merde, notamment sur les femmes, gros misogyne, et aussi, il y a des gens qui ont fait dire de la merde à Darwin ou qui n'ont pas tout compris à ce qu'ils ont lu, ce qui n'arrange rien, c'est un sac de nœuds pas possible. C'est pour ça que je n'arrive pas à sortir mon épisode sur Darwin. Bref. Déjà, Kropotkin nous explique que Darwin a un peu trop tendance à affirmer sans preuve et à oublier 2-3 trucs dans sa théorie. Je veux bien le croire, j'ai pas lu Darwin. Ensuite, il nous explique que dans notre survie et notre évolution, l'entraide est au moins aussi importante que la lutte. Pour lui, l'entraide est le premier facteur d'évolution, ce qui n'exclut pas complètement la lutte, il n'est pas du tout sur une pensée binaire. Le plus apte, ce n'est pas forcément le plus fort. Ça peut être le plus à même de coopérer, le plus intelligent, celui qui a la meilleure immunité, le plus de chance. Être le plus apte à la survie et se battre, ce n'est pas la même chose. Si on revient à Lucia Selig et ses poux, j'espère qu'elle me passera cette boutade, elle nous rappelle que même chez les chimpanzés, ce n'est pas non plus le plus fort physiquement qui commande, ça peut aussi être le plus fin politique. L'intelligence, c'est aussi super important et ça se développe collectivement, par le langage, l'imitation, l'éducation, l'expérience cumulée, etc. La lutte pour la survie se fait avant tout contre des circonstances adverses et pas au sein du groupe de l'espèce. Tu peux lutter ensemble contre une inondation, un autre groupe, une autre espèce animale qui t'attaque, une maladie, etc. Et d'un coup, pour une maladie, la force physique n'est pas forcément le meilleur atout pour survivre. Et si tu te dis « l'entraide, c'est pour les faibles, moi je suis fort, j'en ai pas besoin », c'est oublier que tout le monde est faible à un moment. Quand t'étais bébé, t'étais bien content qu'on te laisse pas tout seul chasser ton mammouth pour bouffer. Pareil quand on se blesse, qu'on tombe malade, qu'on dort, qu'on vieillit, qu'on est ou qu'on devient invalide, qu'on a une santé mentale fragile. L'état de force supérieure à l'échelle de la vie, c'est finalement très surfait. Pour le dire simplement, n'importe quel gros mascu bodybuildé super fortiche a commencé par être un gros bébé dépendant entièrement de la solidarité de sa maman. Quoi ? Comment ? T'as dit quoi ? C'est toujours le cas à l'âge adulte ? Oh, quand même. De la même manière, la force physique ne résout pas tout. Les compétences artistiques, scientifiques sont au moins aussi importantes et ne vont pas forcément de pair avec la force physique. D'où l'intérêt de l'entraide et de la mutualisation. L'entraide, c'est bon pour la santé. C'est pourtant logique. Qui dit lutte dit extermination, blessure. Qui dit entraide dit conservation. C'est beaucoup plus dans notre intérêt. En plus, dans le cerveau, la coopération active des circuits de contrôle des impulsions et de traitement des récompenses. L'entraide, c'est plus de sécurité, plus de stabilité. Si une année, ton arbre donne plus que celui du voisin, tu partages. Du coup, l'année d'après, si ça change, on t'aidera. Et non, ce n'est pas utopique. Et non, tout ne tourne pas que par intérêt économique au nom de l'argent. Même de nos jours. Pour reprendre l'expression si chère à Bernard Friot, on a du déjà là solidaire à défendre, à protéger, à faire grandir. On peut citer Wikipédia, tous les logiciels open source, le bénévolat, les dons. L'entraide permet de faciliter l'acquisition de nourriture, mais aussi la sécurité. Ça permet une plus grande longévité et donc le développement d'institutions, de connaissances, etc. Il est aussi très important de différencier entraide et amour inconditionnel. Tu peux aussi choisir l'entraide par égoïsme et utilitarisme, ça restera bénéfique quand même. Tu peux avoir de l'entraide pour des gens que tu ne connais pas ou que tu n'apprécies pas particulièrement. L'entraide, c'est considérer que le bonheur de chacun dépend du bonheur de tous et toutes. Pour illustrer cette idée de la force par l'entraide, j'ai envie de te raconter une petite histoire. C'est la parabole mongole des 5 flèches, et pour te la raconter, je vais citer l'encyclopédie de l'histoire mondiale. Alongo était la mère mythique des peuples mongols. On dit qu'elle avait enseigné à ses 5 fils que pour prospérer, ils devaient toujours rester unis et se soutenir mutuellement. Pour faire passer ce message, elle leur avait donné une leçon d'unité connue sous le nom de parabole des flèches. Alongo donna une flèche à chacun de ses fils et leur demanda de la briser, ce qu'ils firent sans difficulté. Elle présenta ensuite un paquet de 5 flèches
et aucun de ses fils ne put les briser. Précisons au passage, l'entraide, ce n'est pas la disparition de l'individu. Kropotkin insiste régulièrement sur le fait que l'entraide se conjugue très bien avec l'initiative individuelle, qui va dans l'intérêt général, avec l'affirmation des personnalités distinctes, etc. Et, comme on l'a vu, la lutte contre des circonstances externes. Ce n'est pas du tout incompatible, on n'est pas sur une pensée binaire. Et j'ai envie de finir en replaçant l'entraide dans le contexte politique et contemporain, en parlant de convergence des luttes, d'intersectionnalité et de grève. Rappelons d'abord que l'égalité n'a pas forcément vocation à être un lissage. L'égalité est souvent négativement associée à l'uniformité, à l'interchangeabilité, et c'est une façon de voir les choses, mais c'est pas la seule. On peut aussi être égaux, égal, en revendiquant des différences. Être tous pareils ou traiter tout le monde pareil, ce n'est pas la même chose. C'est là que l'entraide a un rôle à jouer. Si tout le monde est différent, tout le monde a des points forts et des faiblesses différentes, et donc sera en position de force et de faiblesse à un moment différent. Donc ensemble, on couvre tous les cas de figure, et ça pour la survie, c'est pas mal. L'égalité dans l'uniformité et l'interchangeabilité, c'est plutôt le fascisme. Beaucoup moins efficace pour protéger le groupe d'un coup. Il y a des sacrés trous dans la raquette. La coopération et l'égalitarisme permettent aussi d'empêcher activement les forts de dominer les faibles. Un dominant tout seul ne peut pas grand-chose contre l'ensemble du groupe. Kropotkin passe beaucoup de temps à décrire par exemple le fonctionnement des guildes médiévales, des mécanismes de solidarité puissants avec beaucoup de partage et d'entraide entre les membres des groupes, mais pas seulement. Les différentes guildes, qui représentaient généralement des corps de métier, formaient aussi une opposition de forces contraires entre elles, ce qui empêchait un groupe ou une poignée d'individus de prendre le pouvoir sur tout le monde. Le groupe se contrôlait collectivement, au lieu de déléguer la justice, le contrôle à un individu extérieur qui deviendra l'État moderne quelques siècles plus tard. C'est là qu'il est important de parler d'intersectionnalité et de convergence des luttes. Parce que le système en place va essayer de diviser nos luttes, c'est son modus operandi. Diviser pour mieux régner. Essayer de monter les hommes noirs contre les femmes blanches, les féministes contre les personnes trans, les combats féministes occidentaux contre les afghanes, les iraniennes, les éthiopiennes, les hétéros contre les gays, tout le monde contre les antivalidistes, etc. Et c'est super efficace. L'opposition des luttes anti-oppression conforte le dominant. Le problème, c'est donc ces situations de hiérarchie qu'il faut apprendre à repérer et il faut résister, refuser cette division. Parce que si on regarde bien, c'est toujours les mêmes mécanismes qui s'opèrent dans des contextes différents. Si on prend l'exemple du mansplaining où un homme va expliquer la vie à une femme, on va aussi trouver le whitesplaining où une personne blanche va expliquer la vie à une personne racisée. On peut être une femme et blanche, être victime de mansplaining et commettre du whitesplaining. Donc la base, c'est essayer d'identifier ce qu'on reproduit quand on est en position dominante et qu'on déplore quand on est en position dominée. Ne pas cloisonner. Être victime n'empêche pas d'être oppresseuse aussi. Pour être solidaire, il faudra d'abord comprendre et détricoter tout ça. C'est un sujet que développe Ileana Weissman dans « Des blancs comme les autres, les juifs angle mort de l'antiracisme ». Elle nous explique notamment que le système va opposer les différentes minorités pour qu'elles se tirent les pattes entre elles au lieu de s'unir, ce qui consolide le dominant. Elle rappelle que la convergence n'entraîne pas une dissolution des groupes. On peut, je la cite, se fondre sans se confondre. Elle explique aussi que cette division entraîne une compétition mémorielle ou victimaire. C'est l'idée qu'une mémoire va faire taire les autres, qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et ça, personne n'y gagne, sauf les dominants. C'est l'idée comme quoi il ne pourrait y avoir qu'un groupe opprimé à la fois, chacun son tour, ce qui silencierait les autres. Or, il y a toujours plusieurs victimes, même si l'intensité peut être variable dans le temps et l'espace. Oui, les femmes morflent moins qu'au XVe siècle en France, mais quand même toujours, quand même différemment. Et dernière grande idée, elle nous rappelle que la convergence peut aussi se faire dans la joie, pas forcément dans la souffrance. L'empathie n'est pas un gâteau, elle peut se multiplier. Je finirai cette partie et l'épisode en te suggérant l'épisode 7 où on parlait de grève. Parce que oui, la grève c'est une forme d'organisation collective à notre portée. Et elle sera d'autant plus efficace qu'elle sera en convergence de plusieurs groupes d'intérêt. Parce qu'il ne faut pas croire, les puissants sont solidaires entre eux, même s'ils ne peuvent pas se piffrer. Alors comment conclure ?
Dans le climat actuel, en 1 contre 1, on ne fait pas le poids. C'est par l'action collective qu'on avancera. Plus de solidarité pour tout le monde, c'est mon discours Miss France. Si tu n'y arrives pas toute seule, c'est pas une marque de faiblesse de demander de l'aide. Et même si tu y arrives toute seule en fait, tu peux quand même demander de l'aide. Et non, l'humain n'est pas naturellement égoïste, violent et stupide. Il faut arrêter avec ça, avec les appels à la nature. Ce sont des traits culturels. Si on se renseigne un peu sur l'histoire du féminisme, ce qu'on observe rapidement, c'est que son talon d'Achille, c'est les dissensions internes. C'est quand, au lieu de s'unir, chaque groupe veille à ses petits intérêts faute d'avoir déconstruit ce que le patriarcat nous inculque depuis des millénaires. Les blanches contre les noirs, les valides contre les non-valides, les hétéros contre les lesbiennes, un schéma qui se reproduit actuellement avec les personnes trans. Quand on préfère défendre son tout petit acquis plutôt que tout risquer pour l'étendre à tout le monde, quand on oublie l'intérêt général, c'est là qu'on a le plus à perdre. C'est encore et toujours la parabole des 5 flèches qui se rejouent. À la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode L'entraide, un facteur de l'évolution de Pierre Kropotkin, Game Over pour en finir avec les arguments scientifiques sexistes et périmés de Lucia Selig, Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité de David Graeber et David Wengrow, Des blancs comme les autres, les juifs, angle mort de l'antiracisme d'Ilana Weisman, et Au commencement était le sexe de Cacilda Geta et Christopher Ryan. Tu trouveras aussi sur le blog le lien du sketch de Blanche-Neige et de la parabole des 5 flèches. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!